Section 5.1.3, cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle le test de la dérivée première. Et comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on est arrivé à une situation où on s'est donné une façon d'identifier un extrémum relatif plutôt. Maintenant, on va essayer d'identifier quel type d'extrémum relatif on a face à nous à partir de nos informations qu'on a acquises dans la dernière section. Pour ça, on a un test qui se donne dans un seul théorème. On fait un exemple, ce sera assez rapide comme section dans ce cas-ci. On parle du théorème 5.3 où on se donne une fonction qui est continue. On veut que la fonction soit continue sur un certain intervalle AB et que dans cet intervalle AB-là, il existe une valeur C qui est une valeur critique de f de x. C'est-à-dire que soit la dérivée vaut 0 à cette valeur-là, soit la dérivée n'existe pas à cette valeur-là. Et à ce moment-ci, ce qu'on veut conclure à partir de ces informations-là, c'est que si notre fonction dérivée f' de x passe de positive à négative autour de la valeur x égale à c, on va retrouver un maximum relatif en f de c. Si on passe plutôt de négatif à positif autour de x égale à c, on parle d'un minimum relatif en f de c. Si jamais on a une situation dans laquelle il n'y a pas de changement de signe, f' de x était négative avant d'arriver en c et elle est toujours négative par la suite, ou f' de x était positive avant d'arriver en c et elle est toujours par la suite, ben on pourra dire que ce n'est pas un extrémum relatif. Il va falloir qu'on aille plus loin que ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe à ce point-là. Généralement, ça va indiquer qu'on a une dérivée qui n'est pas définie, probablement un point anguleux à ce point-ci. On regarde un exemple ensemble pour voir qu'est-ce que ce théorème-là peut nous donner comme démarche pour trouver un maximum ou un minimum relatif dans une fonction. À ce stade-ci, on connaît déjà le départ. On nous donne la fonction. Vous savez que vous devez trouver la dérivée. Vous devez trouver les valeurs critiques de cette dérivée-là. Construire le tableau des signes. Évaluer la croissance, décroissance de cette fonction-là. Puis, on va conclure avec notre théorème 5.3. Si c'est un maximum ou un minimum à nos valeurs intéressantes. Donc on regarde ça ensemble, fonction f de x qui est égale à 2x à la 3, moins 3x carré, moins 36x plus 5, un autre polynôme, ce qui veut dire que f' de x, c'est très facile à calculer. 2x à la 3, ça deviendra 6x au carré, 3x au carré, ça va devenir 6x, 36x, ça va devenir 36, et le 5 disparaît à ce stade-ci. Dans ce cas-ci, cette fonction-ci, on pourrait la réécrire comme étant 6 fois x carré moins x moins 6. Et ce polynôme-là, du deuxième degré, x carré moins 6, on peut le factoriser. On peut le factoriser parce que si vous essayez la fonction quadratique, la formule quadratique là-dessus, vous allez obtenir un discriminant qui est plus grand que 0. Vous obtiendrez deux valeurs critiques pour ce polynôme-là, et ça veut dire que f' de x peut s'écrire sous la forme 6 fois x moins 3 fois x plus 2. Je vous laisse vérifier ça. À ce stade-ci, vous devriez être très à l'aise avec ça. Vous devriez être en mesure d'aller chercher ça sans trop de problèmes pour la formule quadratique qu'il y a ici. Avec ça ici, avec ce développement-là pour la dérivée, on peut trouver les valeurs critiques de f de x. Donc, la dérivée est égale à 0 si et seulement si x égale deux valeurs. Première parenthèse, x moins 3. Si ça c'est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 3. Deuxième parenthèse, x plus 2. Si x plus 2 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 2. On a trouvé les deux valeurs critiques. C'est assez simple, on sait comment faire ça, on en a fait un peu dans le chapitre 2, on commence à être habitué avec tout ça. Je dresse mon tableau des signes, à ce moment-là, j'ai ma valeur moins 2, la valeur 3 et tout ce qu'il y a autour, donc x entre moins l'infini et moins 2, x entre moins 2 et 3, et x entre 3 et l'infini. Je sais que ma dérivée est nulle à ces points-ci, et je vais traiter le signe de cette dérivée-là dans les intervalles qui m'intéressent autour. Donc, lorsque x est plus petit que moins 2, je peux remplacer par n'importe quelle valeur. Prenez par exemple x égale
moins 3, vous allez voir que la première parenthèse est très négative, la deuxième est négative, donc deux négatifs ensemble, ça nous donne un positif. Entre moins 2 et 3, disons par exemple 0, on a moins 3 et 2, négatif fois positif, ça nous donne un négatif. Et de l'autre côté, lorsqu'on est plus grand que 3, la première parenthèse devient positive, la deuxième est toujours positive. Donc on a un positif pour la dernière section, le dernier intervalle de notre analyse. Avec ça, on peut parler de la croissance de la fonction f de x. Notamment, si notre dérivée est positive, la fonction f de x est croissante sur notre premier intervalle. Si la dérivée est négative, la fonction est décroissante sur cet intervalle-ci, et finalement croissante sur le dernier intervalle. Mais il ne me reste plus qu'à trouver les valeurs qui vont dans ces cases-là. Donc, je remplace x par moins 2 dans notre fonction f de x et par 3 dans la fonction. Ici, vous obtiendrez 49 lorsque x égale moins 2 et moins 76 lorsque x est égal à 3. Avec ceci, je peux parler de la croissance de la fonction. Je sais que la fonction est croissante avant d'arriver à moins 2, décroissante après être arrivé à moins 2. Par mon théorème 5.3, je passe de positif à négatif. Je suis donc face à un maximum relatif. J'ai inscrit en dessous ici. Vous pouvez l'écrire plus gros. Moi, je l'écris en petit parce que ça me donne l'information que j'ai besoin, peu importe. Et à ce moment-là, je peux passer à ma deuxième valeur critique. Une valeur critique qui fait passer la dérivée d'un signe négatif à positif. Qu'est-ce que ça veut dire pour la fonction? Par mon théorème 5.3, négatif à positif, on a un minimum relatif à ce point-ci. Donc, qu'est-ce que je peux conclure de ça ici? Je peux conclure que f de x admet un maximum relatif en x égale moins 2 et un minimum relatif toujours en x égale 3. Donc, les valeurs critiques qu'on avait trouvées. En résumé, on a pris notre fonction, on a trouvé sa dérivée, on l'a factorisé le plus possible pour simplifier la découverte des valeurs critiques. Ces valeurs critiques-là, lorsqu'on les a obtenues, on les place dans un tableau des signes, on analyse le signe de la dérivée, puis la croissance de notre fonction, et avec notre théorème 5.3, on détermine quel genre d'extrémum relatif on rencontre si ce sont effectivement des extrémums relatifs. Ça nous permet de conclure que notre fonction admet un maximum relatif et un minimum relatif relativement facilement là, avec une démarche qui n'est pas si difficile que ça à faire. Maintenant, à votre tour de jouer, je vous laisse faire la question éclair 5.2. Dans cette question-là, on vous donne le tableau des signes d'une fonction déjà. Vous l'avez déjà rempli. Il vous reste à traiter là, la croissance, puis finalement trouver vos maximums et minimums relatifs. Je vous laisse essayer ça, faites pause sur la vidéo, essayez-le sur un bout de papier, et on se revoit dans un instant avec la solution de la question éclair. Dans ce cas-ci, on avait rempli déjà le signe de la fonction, il nous reste à trouver la croissance de cette fonction-là, et avec ça, pouvoir trouver maximum et minimum relatif de cette fonction-ci. Dans ce cas-ci, premier intervalle, lorsque x est plus petit que moins 3, on a une dérivée qui est négative. Ça veut dire que la fonction est décroissante. Entre moins 3 et 1, la dérivée est positive. On a une fonction qui est croissante. Entre moins 1 et 1, on a une fonction qui est négative, une dérivée qui est négative, donc une fonction décroissante encore. Et finalement, lorsque x est plus grand que 1 plutôt, on a une dérivée qui est positive. On a une fonction qui est tout le temps croissante ici. Avec ces informations-là, je vais aller traiter les trois valeurs critiques, vérifier qu'est-ce qui se passe à ces valeurs-là, et remarquez là, que dans ces valeurs critiques-là, on a deux fois l'inexistence de la fonction f' de x. Est-ce que ça pose problème? Non. Non, ça ne pose pas problème parce qu'on est capable de traiter peu importe la valeur critique, que ce soit une qui annule la dérivée ou qui fait en sorte que cette dérivée-là n'existe pas. Le théorème 5.3 s'applique quand même. Donc ici, je vais regarder
lorsque x égale à 3, lorsque x égale moins 3 plutôt, dans ce cas-ci, ma dérivée passe de négative à positive. Je passe de décroissant à croissant. J'ai donc un minimum relatif. En x égale moins 1, j'ai une autre valeur critique. Cette fois-ci, je passe de positif à négatif, croissant à décroissant. J'ai un maximum relatif à ce point-ci. Et finalement, en x égale à 1, dernière valeur critique. Je passe de négatif à positif, décroissant à croissant. J'ai un minimum relatif ici aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Chaque fois que vous allez avoir à trouver un minimum ou un maximum, vous allez passer par la croissance-décroissance de votre fonction. Et ce sera aussi simple que ça. Et c'est important de faire la ligne de la croissance-décroissance parce que ça vous indique qu'est-ce que vous allez vraiment avoir. Regardez ici, là, pour x égale moins 3, j'ai une genre de cuve qui apparaît, un genre de bol ici, donc j'ai un minimum. Pour x égale moins 1, j'ai un genre de bol à l'envers, donc un max. Et pour x égale à 1, un autre bol vers le bas, un autre minimum ici. Ces dessins-là vont vous aider. Si vous ne vous souvenez plus de votre théorème, c'est suffisant d'avoir ces dessins-là pour comprendre qu'est-ce que j'ai à ce stade-ci. Et on est capable de déterminer quel est le type d'extrémum relatif de ces valeurs-là. Ceci étant dit, on va regarder un autre exemple. Exemple 5.5. Dans ce cas-ci, on veut voir une situation où ça se pourrait que notre signe de la dérivée ne change pas. Ça se peut que notre valeur critique ne nous donne aucun changement dans le signe de la dérivée, et on va voir qu'on est capable de s'en rendre compte très rapidement avec notre tableau des signes. Donc, exemple 5.5, fonction g de x qui est égale à x à la 4 sur 2 moins 4x à la 3 sur 3. Dans ce cas-ci, si je dérive cette fonction-là, g' de x, comme c'est un polynôme, c'est assez facile à dériver, x à la 4 sur 2, ça devient 4x à la 3 sur 2. On va voir que le 4 et le 2, on peut les annuler. Ensuite de ça, 4x à la 3 sur 3, ça devient 3 fois 4x à la 2 sur 3. Ici, je peux simplifier ma valeur pour ma fonction pour la dérivée. J'ai prime de x. 4 sur 2, ça va me donner 2x à la 3. 3 fois 4x carré sur 3. Les 3 s'annulent. Il me reste 4x sur 2. Cette fonction-là, je peux la simplifier. Je pourrais mettre 2x carré en évidence. Il va me rester x moins 2 dans ce cas-ci. À ce stade-ci, avec la simplification que j'ai faite de ma dérivée, je peux déterminer que cette dérivée-là va être égale à 0 si et seulement si x égale 0, hein, pour la première partie, ici le x carré, ou x égale à 2, pour le x moins 2 dans ce cas-ci. Ce qui veut dire que mes deux valeurs critiques sont 0 et 2. Je les entre dans mon tableau de signes. Et je vais aller gérer le reste de ce tableau-là. Je sais que la dérivée est nulle à ces points critiques-là, donc je l'indique tout de suite. Je vais aller chercher le signe de la dérivée dans mes intervalles x plus petit que 0, x entre 0 et 2 et x plus grand que 2. Dans ce cas-ci, si x est plus petit que 0, j'ai une valeur négative. Le au carré va faire en sorte que ça va redevenir positif. Et la parenthèse, quelque chose de négatif moins quelque chose de négatif, ça reste négatif. Donc j'ai un plus fois un moins qui me donne un moins dans ce cas-ci. Je poursuis avec le deuxième intervalle entre 0 et 2. J'ai un chiffre qui est positif plus petit que 2. Mon au carré va rester positif, mais le x moins 2 ici, lorsque j'ai un chiffre qui est plus petit que 2, ça ici, ça devient négatif. Prenons par exemple 1. 1 moins 2, c'est négatif. Donc j'ai un positif fois un négatif. Ça reste négatif. On termine avec le dernier intervalle lorsque x est plus grand que 2. Lorsque x est plus grand que 2, x moins 2, c'est positif. Le x au carré reste positif encore une fois, donc ça devient complètement positif pour cette fonction-ci. Et là, on remarque déjà, avant d'aller plus loin, qu'on a deux signes identiques autour d'une valeur critique. Si on avait le graphique ici, on pourrait voir rapidement que ces deux signes-là nous indiquent qu'il y a comme un plateau qui se forme sur notre fonction. On va voir un petit peu plus tard qu'est-ce que ce genre de plateau-là veut dire pour notre fonction mathématique. Pour l'instant, on va terminer notre problème ici
en allant chercher la croissance de notre fonction et les valeurs aussi de la fonction g de x à ce point-ci. Donc, g' de x négative, g de x décroissante, g' de x négative, g de x décroissante encore, g' de x positive, g de x croissante dans ce cas-ci. On peut calculer en x égale 0, qu'est-ce que vaut g de x? 0 sur 2 moins 0 sur 3, on obtient 0 à ce stade-ci. Et lorsque x vaut 2, on devrait obtenir moins 8 tiers pour notre fonction. Je vous laisse les calculer, là, évidemment, là, je ne suis pas une calculatrice, j'ai juste regardé la réponse. Vous pouvez aller voir ça avec votre calculatrice, c'est assez facile à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des extrémums relatifs qu'on a trouvés? En 0 et en 2. En 0, on n'a aucun changement de signe ici. Donc, on n'a rien à dire ici. Il n'y a rien de spécial qui se passe en x égale 0. Pour l'instant, on ne peut rien définir lorsque le signe reste identique à une valeur critique. Donc, on ne fait absolument rien. On va traiter plutôt la valeur x égale à 2 parce qu'ici, on a un changement de signe, moins vers plus. On a un minimum relatif à cette valeur-ci. Pour l'instant, comme on n'a rien défini pour l'absence de changement de signe à une valeur critique, il va falloir toujours passer par-dessus et aller à la prochaine valeur. Éventuellement, lorsqu'on aura des tests plus poussés, on pourra déterminer qu'est-ce qui se passe à ce point-ci. On pourra se rendre jusqu'à dire notamment qu'on va avoir probablement un point d'inflexion, une situation où notre fonction reste décroissante peut-être, mais qu'elle change d'orientation quand même à ce point-ci. Pour l'instant, c'est à votre tour. Je vous laisse les exercices 5.2 à faire à la page 270. Vous avez les solutions encore une fois sur le portail. N'hésitez pas à aller consulter ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, écrivez-moi, lâchez-moi un petit message sur Teams. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour l'instant, on a terminé pour la section 5.1.3. Ça veut dire qu'on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 5.1.4. On va parler dans cette section-là d'extrémum et d'extrémum relatif sur un intervalle fermé. On va voir que notre tableau des signes va juste devenir un petit peu plus gros. On va traiter les extrémités et ce sera tout aussi facile à ce point-ci.